quand on pense à la République française, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est presque toujours celle de l'Hexagone, là, en plein cœur de l'Europe. Mais en réalité, c'est une vision incroyablement réductrice. Aujourd'hui, on se lance dans un décryptage passionnant sur les territoires ultramarins français. Car oui, la France s'étend bien, bien au-delà de ses frontières européennes pour rayonner littéralement sur tous les océans de la planète. Juste un chiffre pour poser les bases, 12. La France compte aujourd'hui 12 territoires distincts en Outre-mer qui abritent à eux seuls environ 2,6 millions d'habitants. C'est une échelle absolument massive qui redessine de A à Z la carte du pays telle qu'on l'imagine habituellement. Pour bien comprendre cette immensité, voici notre plan de route. On va d'abord explorer cette présence mondiale, puis démêler les statuts administratifs, analyser ce fameux paradoxe de la distance, voir comment on tente de réduire les inégalités, et on terminera sur l'impact géopolitique colossal que tout cela représente. Commençons tout de suite par notre première étape, cette présence mondiale répartie sur tous les continents. Historiquement, après la décolonisation des années 1960, plusieurs de ces territoires ont fait le choix souverain de rester au sein de la République. Et le résultat actuel est fascinant. La France est présente sur 4 continents différents: l'Europe, les Amériques, l'Océanie et l'Afrique. À part la vaste Guyane, on parle essentiellement d'îles ou d'archipels. Et certains sont vraiment, mais alors vraiment isolés. Prenons la Nouvelle-Calédonie par exemple. Elle se trouve à plus de 16 000 km de Paris. On est littéralement de l'autre côté de la planète. Alors forcément, administrer des terres aussi éloignées demande une organisation bien spécifique, ce qui nous amène au statut administratif. C'est un peu un casse-tête quand on n'y est pas habitué, mais l'État a dû s'adapter pour gérer ces réalités très diverses. Pour faire simple, il y a 2 grands types de statuts. D'un côté, on a les 5 DROM, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Eux, ils ont exactement le même statut administratif qu'un département de la métropole. C'est identique. Et de l'autre côté, on a les COM, comme la Polynésie française, qui bénéficient, eux, d'un degré d'autonomie beaucoup plus poussé. Mais quel que soit le statut, un défi majeur persiste toujours. C'est le cœur même de notre sujet, le paradoxe de la distance. C'est une situation fascinante parce qu'on a une immense vulnérabilité structurelle qui coexiste avec une richesse extraordinaire. C'est à double tranchant. D'un côté, l'éloignement crée des défis lourds, un chômage qui crève souvent les plafonds par rapport à la moyenne hexagonale et un coût de la vie très élevé à cause de la dépendance aux importations. Mais en face de ces contraintes, on a des atouts incroyables. Un potentiel touristique énorme, une agriculture tropicale d'excellence et même des infrastructures technologiques de pointe. Et à tout cela, il faut rajouter la nature, qui peut s'avérer redoutable. Ces îles tropicales vivent avec la menace brutale et imprévisible des risques naturels. On parle de cyclones violents, de séismes, d'éruptions volcaniques, de glissements de terrain ou encore d'inondations. C'est une réalité climatique intense avec laquelle il faut composer au quotidien. Pourtant, cette même géographie capricieuse offre parfois des avantages imbattables. Regardons le cas de la Guyane. C'est un territoire immense de 80 000 km² et c'est là qu'est implanté le Centre spatial guyanais à Kourou. Pourquoi là-bas? Parce que sa position proche de l'équateur offre un véritable effet de fronde naturel. Ça donne une impulsion de vitesse supplémentaire aux fusées Ariane lors du décollage. C'est quand même incroyable de se dire qu'une contrainte géographique se transforme en un atout stratégique vital pour l'industrie aérospatiale mondiale. Mais alors, comment on gère de tels contrastes sur le terrain? C'est tout le défi de la gestion des inégalités. Pour éviter que les populations ultramarines ne soient pénalisées par l'éloignement, il y a un concept fondamental: la continuité territoriale. L'idée est très ambitieuse. Il s'agit de garantir que tous les habitants, où qu'ils soient sur le globe, aient accès exactement aux mêmes prestations sociales, aux mêmes services de santé, d'éducation ou de transport. Le but ultime? Réduire la fracture sociale à tout prix. Bien sûr, un tel niveau de service coûte extrêmement cher. Pour financer ces développements massifs, 3 grands acteurs font équipe. L'État français, les collectivités territoriales locales et un acteur qu'on oublie parfois, l'Union européenne. En effet, l'Europe classe les DROM comme des régions ultra-périphériques. Et ce petit statut fait toute la différence, car il leur ouvre les portes d'aide économique européenne colossale, notamment à travers le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Et concrètement, sur le terrain, ça donne naissance à des projets complètement fous. Prenons 2 exemples d'infrastructures titanesques. D'abord, le pont sur l'Oyapock, une prouesse technique qui relie directement la Guyane française au Brésil. Et ensuite, la célèbre route du littoral à La Réunion, une route construite littéralement sur l'océan pour contourner les risques de glissement de terrain et désenclaver l'île. C'est vertigineux quand on y pense. Et tout cet investissement, tous ces efforts de continuité territoriale nous mènent à notre point final: l'impact géopolitique mondial.
Car maintenir cette présence a une conséquence absolument majeure, qu'on peut résumer par 3 lettres, ZEE, pour zone économique exclusive. C'est le droit exclusif d'exploiter les richesses maritimes jusqu'à 200 000 marins au large des côtes. Ça veut dire que même un tout petit bout de terre isolé au milieu de l'océan étend l'influence maritime française de manière exponentielle. Et le résultat de cette addition de territoire est tout bonnement spectaculaire. Numéro 2. Grâce exclusivement à ses possessions d'outre-mer, la France possède la 2e plus grande zone économique exclusive de la planète. Elle se place juste derrière les États-Unis. C'est un levier de puissance économique et maritime inestimable. Et cette puissance s'exporte aussi sur le plan diplomatique. Avoir des territoires partout, c'est pouvoir maintenir des bases militaires sur plusieurs océans. Ça donne un poids supplémentaire indéniable à la France au sein de l'OTAN et du Conseil de sécurité de l'ONU, et ça lui garantit une chaise et une voix dans des organisations régionales lointaines, comme la Commission d'océan Indien ou même l'Organisation des États américains. Au-delà de l'armée et de la diplomatie, n'oublions surtout pas le pouvoir culturel. Aujourd'hui, il y a près de 220 millions de personnes qui parlent français à travers le monde. Et cette diffusion linguistique massive est largement soutenue par les institutions ultramarines et les citoyens qui vivent et voyagent sur ces territoires. Comme l'a si poétiquement dit l'écrivain Léopold Sédar Senghor, le français est langue de culture. Cette simple phrase résume parfaitement la mission de la francophonie. On ne parle pas juste de diffuser un dictionnaire, on parle de promouvoir la diversité culturelle à l'échelle internationale. Et ce rayonnement est, sans conteste, propulsé par cette mosaïque de territoires français. Ce qui nous amène, pour clore cette analyse, à une vraie question de fond. D'un côté, on a le coût financier astronomique et les défis logistiques permanents qu'exige la continuité territoriale au-delà des océans, mais de l'autre, on a cette influence géopolitique, militaire et culturelle absolument sans équivalent dans le monde. Alors cet immense effort structurel est-il simplement le prix incontournable à payer pour rester une véritable puissance planétaire? C'est un équilibre fascinant qui donne vraiment matière à réflexion. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux horizons.